La dictature du prolétariat ou la démocratie, le refus de la société de consommation ou l'augmentation de la production, la guillotine ou l'abolition de la peine de mort, ça n'a pas d'importance. Ce qui fait d'un homme de gauche un homme de gauche, ce n'est pas telle ou telle théorie, mais sa capacité à intégrer n'importe quelle théorie dans le kitsch de la Grande Marche. L'idée de la Grande Marche est le kitsch politique qui unit les gens de gauche de tous les temps et de toutes les tendances. Bienvenue dans cette émission consacrée à l'histoire politique française. Dans les épisodes précédents, nous nous étions intéressés aux origines politiques de la droite en France, ou devrais-je dire des droites. D'ailleurs, si vous ne les avez pas regardés, évidemment, je ne vais pas vous en dissuader. Néanmoins, sachez qu'il n'est pas plus mal, pour comprendre l'échiquier politique français, de commencer par la gauche. Pourquoi n'est-il pas plus mal de commencer par la gauche? Parce que, comme nous l'avions évoqué, elle constitue depuis la Révolution française l'arbitre du positionnement politique. C'est-à-dire qu'à l'apparition du clivage gauche-droite, en septembre 1789 donc, la droite désignait avant tout ceux qui voulaient préserver le statu quo ante, à savoir la monarchie absolue de droit divin. Les contre-révolutionnaires, qui constituaient l'essence même de cette droite des origines, portaient une philosophie, celle de l'inégalité naturelle et de la souveraineté de Dieu. Pour définir la droite, nous étions donc partis de sa définition négative, une définition que l'on retrouve dans les écrits de politologues comme Michel Vinocq ou encore Jacques Julliard, et qui consiste à dire que dans le langage courant, la droite s'était avant tout construite comme une non-gauche plutôt que comme de droite. C'est ce que nous avions appelé l'aspect référentiel de la droite. Avant la Révolution, la droite ne se revendiquait pas comme telle, là où, au contraire, la gauche se manifestait politiquement sans se revendiquer de gauche par la pensée des Lumières, les idées libérales et tout ce qui remettait en question les structures de l'Ancien Régime. On parle par exemple de la droite comme des contre-révolutionnaires et non pas de la gauche comme d'une contre-royauté ou d'une contre-réaction. Preuve sémantique que la gauche domine depuis le début le combat du langage. Et d'ailleurs, dans son ouvrage Les gauches françaises 1762-2012, Histoire et politique, l'historien Jacques Julliard écrit ceci, je le cite: La gauche se définit par ce qu'elle est, le parti de la révolution, la droite parce qu'elle n'est pas. D'où un déficit conceptuel fondamental définitif, la gauche est la gauche, la droite est une non-gauche. Cela résume parfaitement l'aspect référentiel de la droite, dans la mesure où, comme je l'avais expliqué, après 1789, certaines idées anciennement de gauche, comme le libéralisme par exemple, ont été désignées comme appartenant à la droite, pour la simple raison qu'elles se sont fait doubler sur leur gauche par une nouvelle gauche plus radicale. Les feuillants ont été doublés par les Girondins, eux-mêmes doublés par les Montagnards, qui se sont scindés eux-mêmes en plusieurs groupes. En bref, la gauche est historiquement la matrice de tout positionnement politique. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais répondre à certains en commentaire, et je les en remercie, car il est toujours intéressant d'avoir une critique constructive, qui ont fait remarquer que j'avais négligé dans mes précédentes vidéos l'aspect du clivage gauche-droite antérieur à la Révolution. Car si dans le langage courant, la gauche et la droite sont effectivement nées en 1789, il existe, en effet, je le reconnais, un aspect immuable du clivage. Certains théoriciens traditionalistes, on pensera dans le cas extrême par exemple au penseur fasciste Julius Evola, remontent jusqu'à la féodalité en opposant des valeurs historiques de droite qu'il qualifie de hiérarchiques et de traditionnelles à des valeurs dites de gauche qu'il qualifie de modernistes et d'égalitaristes, et voilà prenant notamment le cas de Philippe le Bel, qui aurait été selon lui une sorte d'homme de gauche de l'époque en cassant les structures féodales par son désir de centralisation, comme quoi on peut aller très loin, quitte parfois à tomber à la limite de l'anachronisme. Évidemment, je ne nie pas les fondements immuables de la droite originelle, qui peuvent être antérieurs à 1789 et même universels, à toutes les époques. D'ailleurs, j'en avais dressé quelques caractéristiques, le pessimisme anthropologique, c'est-à-dire la méfiance en la nature humaine, ou encore le primat de l'expérience sensible sur la raison abstraite. L'analyse référentielle est donc évidemment imparfaite, bien qu'elle permette de comprendre cette supériorité de la gauche dans cette capacité à désigner l'adversaire politique par le langage. Cela étant dit, il est temps de passer au fondement politique de la gauche. Son identité se manifeste en septembre 1789, lorsqu'à l'occasion du vote sur le veto royal, les opposants à celui-ci se placent au côté gauche de Stanislas de Clermont-Tonnerre,
alors président de séance de l'Assemblée constituante. Parmi eux, on pourra citer Antoine Barnave, Jérôme Pétion ou encore un certain Maximilien de Robespierre qui se dresse contre la monarchie absolue de droit divin. Précisons qu'à ce moment-là, il n'est nullement question de république. Beaucoup de députés, ceux que l'on appelle les monarchiens et qui deviendront sous l'Assemblée législative le club des feuillants, adhèrent alors à une conception britannique de la monarchie qui limiterait les pouvoirs du roi et donnerait une plus grande importance au pouvoir législatif, sans pour autant abolir la monarchie. Toujours est-il que l'idée directrice est la même pour cette première gauche, se présenter comme le parti du mouvement contre le pouvoir en place, comme le camp de la révolution qui engendrera fatalement la réaction. Michel Vinocq souligne dans son ouvrage, paru en 2006, que si être de gauche à cet instant se réfère, je le cite, à une éthique, à une philosophie dont les racines plongent dans les Lumières, il y a des façons de définir politiquement cette religion du progrès, qui s'oppose selon lui à l'idéologie de la tradition. Religion du progrès, voilà un terme très présent quand vient le moment de définir le corpus philosophique de la gauche et ses origines. On rappellera que le terme de religion provient du latin religare qui signifie relier. La religion peut donc d'abord désigner ce qui relie les individus au divin, c'est ce que l'on nommera l'aspect vertical de la religion. Mais elle peut également caractériser ce qui relie l'individu aux autres individus. Jean-Jacques Rousseau, philosophe du XVIIIe siècle, parlera par exemple du concept de religion civile, une notion traduisant l'ensemble des préceptes visant à unir les citoyens autour de principes communs. C'est ce que l'on pourrait appeler l'aspect horizontal de la religion. Dans Religion du progrès, le terme de religion est assez synonyme de croyance, et il est d'ailleurs intéressant de constater que ceux qui emploient le terme religion du progrès le font assez souvent de manière péjorative. Péjorative car si pour beaucoup la gauche est synonyme de socialisme, il ne faut jamais oublier, comme nous l'avions vu dans notre première vidéo sur les origines du clivage gauche-droite, que non seulement la distinction droite-gauche ne procède pas de la pensée socialiste, mais elle lui est demeurée longtemps étrangère. Parler de socialisme en 1789, et encore plus au cours du siècle des Lumières, ce serait commettre un cruel anachronisme. Ce serait commettre un cruel anachronisme quand on sait que les déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de 1793 incluent la propriété privée dans la liste des droits naturels. Jean-Claude Michéa, philosophe socialiste, auquel tout antilibéral, de gauche comme de droite, doit grandement, et auquel j'aimerais un jour consacrer une vidéo, a par exemple dédié la plupart de ses écrits à la critique de cette religion du progrès, en allant jusqu'à expliquer pourquoi il s'agissait d'une idée incompatible avec le socialisme pur, et qu'être de gauche et être socialiste, ce n'était pas la même chose. Voici ce qu'il écrit notamment dans son ouvrage Impasse Adam Smith, brève remarque sur l'impossibilité de dépasser le capitalisme sur sa gauche. Le côté gauche s'était avant tout défini comme le parti du progrès, du savoir et de la raison. Cela signifie que la gauche s'est toujours présentée dans l'histoire comme la seule héritière légitime de la philosophie des Lumières. Au-delà de cette dissociation volontairement provocatrice entre gauche et socialisme, sur laquelle nous reviendrons dans la deuxième partie de cette série consacrée à l'analyse plurielle de la gauche, le socialisme n'ayant jamais eu le monopole de la gauche, il s'agit maintenant de savoir ce que l'on entend par progrès. Étymologiquement, progrès vient du latin pro, signifiant en avant, et de gradi, qui veut dire marcher ou s'avancer. À l'origine, le progrès était avant tout un terme courant dans le vocabulaire militaire, puisqu'il désignait l'avancée d'une armée sur un champ de bataille. Michéa rajoute d'ailleurs que la gauche s'est toujours présentée comme, je le cite, l'avant-garde la plus déterminée de toutes les modernisations concevables, qu'elles soient d'ordre technique, politique ou moral. À l'idée de progrès, il y a donc toujours l'idée d'une marche en avant, d'une avancée. Politiquement, le progrès est donc aussi synonyme d'avancée. Mais alors, pourquoi est-ce que je dis que le progrès est synonyme d'avancée et non pas serait synonyme d'avancée ? Pourquoi utiliser le présent plutôt que le conditionnel ? Après tout, le progrès pour certains, vous me direz, est vu comme une régression pour d'autres. Le progrès des droits des minorités, par exemple, aujourd'hui vu comme quelque chose de positif par ceux se revendiquant du progressisme, est au contraire jugé par certains comme quelque chose
de disruptif, voire même pour les plus radicaux de décadents. Pourtant, au-delà des clivages idéologiques sur le fait de savoir s'il est moral ou pas de vouloir abolir la monarchie, de faire ou non la révolution, d'inscrire l'IVG dans la Constitution ou non, débat qui aujourd'hui ne nous intéresse pas, ce qui compte c'est surtout, comme dit Michéa, de neutraliser axiologiquement le progrès, pour neutraliser axiologiquement la matrice de la gauche. Voilà un énième terme barbare qui pourra peut-être décourager certains de continuer la vidéo, mais accrochez-vous, je sais que le terme de neutralisation axiologique, un terme que Jean-Claude Michéa emprunte au sociologue Max Weber, peut faire peur. Il peut faire peur car il paraît complexe au premier abord, d'autant que certains d'entre vous vont dire « mais quel rapport avec le progrès et surtout quel rapport avec la gauche ?» Mais si je le reprends, c'est parce qu'il a le mérite de proposer une vision objective du progrès qui nous permet de proposer une définition objective de la gauche. La neutralisation axiologique signifie littéralement l'affranchissement de tout jugement moral ou de valeur sur un objet donné. Quand Jean-Claude Michéa parle du libéralisme comme d'une idéologie ayant promu la neutralisation axiologique de la politique, il entend par là que le libéralisme est l'idéologie du relativisme moral par excellence, c'est-à-dire de l'évincement de la question morale des préoccupations politiques. Si je dis que la neutralisation axiologique propose une vision objective du progrès, objectif signifiant, je le rappelle, ce qui se rapporte à l'objet, à l'inverse de subjectif qui lui signifie ce qui se rapporte au sujet et non à l'objet. Si je dis que cette neutralisation axiologique propose une vision objective du progrès, c'est parce que, pour comprendre l'essence même de la gauche, il n'est pas tant essentiel de savoir quelle vision du progrès celle-ci défend, que de savoir qu'elle défend le progrès coûte que coûte. Rappelons que dans le langage courant, le progrès n'est pas nécessairement quelque chose de positif. Tout comme l'on peut parler des progrès de la science, on peut également parler de progrès d'une maladie. Ne dit-on pas par exemple d'un cancer qu'il progresse ? La religion du progrès, c'est donc la conviction que, peu importe où l'on avance, il faut avancer. Et pour illustrer cette idée, pour comprendre cette notion de marche comme dénominateur commun à toute pensée de gauche, je vous propose un extrait de L'insoutenable légèreté de l'être, un roman publié en 1984 par le romancier Milan Kundera. Kundera était un écrivain né en 1929 et décédé en 2023, notamment connu pour avoir été exclu du Parti communiste tchécoslovaque. Mais au-delà de son engagement, voici ce qu'il écrit dans ce roman. Je le cite, « La dictature du prolétariat ou la démocratie, le refus de la société de consommation ou l'augmentation de la production, la guillotine ou l'abolition de la peine de mort, ça n'a pas d'importance. Ce qui fait d'un homme de gauche un homme de gauche, ce n'est pas telle ou telle théorie, mais sa capacité à intégrer n'importe quelle théorie dans le kitsch de la Grande Marche. L'idée de la Grande Marche est le kitsch politique qui unit les gens de gauche de tous les temps et de toutes les tendances. Si la droite est une réaction au progrès, la gauche en est la matrice. Le progrès est synonyme de changement, et peu importe la direction qu'il prend du moment qu'il a lieu. En tout cas, il s'agit de l'interprétation que l'on pourrait tirer de cette phrase assez lumineuse de Kundera. Dans son ouvrage Les gauches françaises, Jacques Julliard fait en effet de la gauche une rencontre entre deux grandes idées, celle de justice et celle de progrès. L'idée de progrès s'accomplit pour Julliard au cours du XVIIIe siècle, comme le produit de la raison individuelle ayant permis le développement de l'esprit scientifique, favorisant plus tard le progrès de la technique. Si les philosophes du XVIIe siècle, à l'image de John Locke ou encore de René Descartes, ont indéniablement participé à cet essor, celui qui a été considéré, et ce, encore aujourd'hui, comme le père de la gauche, est Nicolas de Condorcet. Nicolas de Condorcet était un philosophe, un homme politique, mais également un mathématicien, né en 1743 et décédé en 1794. Et cet homme est à vrai dire l'un des fondateurs de cette idée de progrès si chère à la pensée politique de la gauche des origines. Et pour le comprendre, il faut se pencher sur son ouvrage majeur paru l'année de sa mort, qui est Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Dans cet essai, Condorcet développe une philosophie de l'histoire, c'est-à-dire
une conception logique sur le cheminement historique des sociétés humaines, en détaillant selon lui ce qui constitue les 10 époques des progrès clés de l'esprit humain au cours de l'histoire. D'abord réunis en peuplade, les hommes ont découvert l'agriculture, puis l'écriture. De là, ils ont développé un savoir qui aurait été propice à cultiver leur esprit et à nourrir les avancées scientifiques jusqu'à l'imprimerie. Bon, le roman est assez long, donc je ne vais pas passer en revue tous les chapitres, mais plutôt m'arrêter sur le neuvième qui est le plus intéressant pour notre analyse. Dans ce chapitre, Condorcet loue le rôle de la raison, ayant permis le progrès des sciences grâce aux travaux de figures comme Descartes ou encore Newton. Avant de continuer sur ces différentes étapes du progrès humain, j'aimerais m'arrêter sur ce mot de raison, que j'ai volontairement accolé à la gauche sans pour autant le définir. Dans ma première vidéo sur le clivage gauche-droite, j'avais dit que s'il y avait une ligne de démarcation historique au XVIIIe et XIXe siècle entre droite et gauche, elle pouvait être d'ordre épistémologique, c'est-à-dire relative à l'origine de nos connaissances. Là où la droite aurait privilégié l'expérience sensible et historique, à savoir la tradition, la gauche aurait avant tout été le parti de la raison individuelle. Évidemment, cela ne veut pas dire que les philosophes des Lumières n'aient pas été, pour certains, des empiristes convaincus. On pensera notamment à David Hume, un philosophe majeur des Lumières écossaises, qui serait un contre-exemple à ce que je viens de dire. Mais si la foi est perdue en la raison n'a jamais été une condition exclusive au positionnement à gauche, elle a été au XVIIIe siècle un gage d'adhésion à cette religion du progrès et de scepticisme à l'égard de la foi religieuse, au sens classique, c'est-à-dire du christianisme. Et pour preuve, sous la Révolution française, entre fin 1793 et début 1794, le groupe des hébertistes, qui constituait à cet instant parmi les franges les plus radicales de la Convention, proclamèrent le culte de la raison, un ensemble de faits à la gloire de l'athéisme, se réclamant de la toute-puissance de la raison individuelle. Ce culte de la raison, dont Jacques-René Hébert fut l'une des figures, fut ensuite remplacé par le culte de l'être suprême qui, d'inspiration robespierriste, reprochait aux hébertistes leur antichristianisme et leur athéisme. Sans entrer dans cette querelle politique, qui ne fait qu'illustrer politiquement les différences philosophiques entre Diderot et Rousseau, je vous renvoie d'ailleurs à mon article sur la philosophie de Saint-Just, le culte de la raison est une manifestation concrète de cette religion du progrès qui a substitué à la foi en Dieu une foi en la faculté de l'individu à discerner par lui-même le vrai du faux et le bien du mal, sans avoir recours à la tradition. Mais pour en revenir à cette notion de progrès chez Condorcet, si la raison est la matrice de l'accomplissement de l'homme vers un projet commun, c'est parce qu'elle permet d'universaliser la condition humaine, en rendant chaque individu égal à autrui dans sa faculté à user de sa raison pour trouver les droits propres à sa nature d'homme. Et pour illustrer ce que je viens de dire, voici ce qu'écrit à ce titre le professeur Oliver H. Pryor dans sa critique introductive à l'œuvre de Condorcet publiée en 1934, je le cite, « La raison, et c'est là un des traits essentiels du système, est universelle. Elle est la même partout, tous les hommes sont identiques en tant qu'êtres capables de former des raisonnements et d'acquérir des idées morales. Il y a des vérités morales applicables à l'humanité entière, dont la loi est justement fournie par la raison sur laquelle doit être fondée la société. La raison enseigne à l'homme qu'il a des droits naturels, dérivant de sa nature d'être sensible et raisonnable. Ces droits, antérieurs aux institutions sociales, comprennent la liberté et l'égalité, dont le maintien est le seul but de la réunion des hommes en société politique. » Je ne pouvais pas être plus explicite. Et si pour les philosophes des Lumières et Condorcet, la superstition religieuse a corrompu la raison humaine et ce qu'ils appellent le despotisme, dégradé les esprits par la peur, la raison pourrait quant à elle perfectionner l'humanité par sa capacité à se revendiquer comme le dénominateur commun à l'humanité tout entière. Pour Condorcet, le progrès de l'esprit humain est par conséquent celui de la raison, et il précède mécaniquement le progrès scientifique. Par le progrès scientifique, les hommes cultivent un progrès de la technique, c'est-à-dire des moyens de production, propices plus tard
au progrès social, lui-même nécessaire au progrès moral de l'humanité. Du moins, c'est ce que pensent les Lumières. Et à ce titre, Condorcet loue les mérites d'Adam Smith, et notamment sa conception de l'économie, qui s'ancre pleinement dans ce schéma du progrès. L'homme doit pouvoir déployer ses facultés, disposer de ses richesses, pouvoir à ses besoins avec une liberté entière. C'est une phrase de Condorcet, et c'est précisément là que Jacques Julliard pointe un dénominateur commun entre Condorcet, penseur libéral, et Marx, penseur du socialisme scientifique. Si Karl Marx est un disciple de Condorcet, c'est précisément parce qu'outre les différences de conception de l'économie, le schéma reste le même, celui du progrès de l'humanité vers un but commun. La différence et le point de rupture se situent à l'étape du progrès social. Si Condorcet et les libéraux pensent que la technique et l'amélioration des moyens de production suffisent à elles seules au progrès social, Marx entend critiquer cette relation mécanique qui existerait entre raison individuelle, ou progrès de la technique et des sciences, et progrès social. En réalité, bien que le socialisme ait historiquement été une réaction à l'individualisme libéral, dont Condorcet fut le disciple, toujours est-il qu'en histoire des idées, libéralisme et socialisme partagent un parent commun, la foi dans le progrès perpétuel. D'où cette phrase provocatrice de Léo Strauss qui dira même du libéralisme et du communisme que s'ils diffèrent radicalement par leurs moyens, ils s'entendent au moins sur la fin. Mais avant d'aborder ces distinctions entre les différents courants de gauche, que nous aborderons dans les prochains épisodes, revenons-en à la gauche au sens universel du terme, c'est-à-dire dans sa dimension de neutralité axiologique. Un deuxième trait de la gauche, tel que défini par Jacques Julliard, est l'individualisme. Alors, je sais que l'individualisme, au sens moderne, renvoie à une forme d'égoïsme. Et on en fait souvent davantage un terme classé à droite. C'est pourquoi il convient, pour éviter de faire bondir certains d'entre vous qui s'identifieraient à la gauche, de prendre l'individualisme dans son sens philosophique. L'individualisme au XVIIIe siècle se traduit par la mise en avant des droits individuels et par la reconnaissance de l'individu face au collectif. Ce n'est donc pas un synonyme d'égoïsme. La reconnaissance de l'individu face au collectif, c'est l'idée selon laquelle l'individu ne doit pas, contrairement à ce que promeuvent les philosophes contre-révolutionnaires, et je vous invite à ce titre à aller voir la vidéo sur la philosophie de la contre-révolution pour comprendre cette opposition fondamentale, il ne faut pas définir uniquement l'individu par son rôle dans la hiérarchie sociale selon la gauche. Pour donner un exemple concret, être de gauche, c'est considérer qu'avant d'être un père, un fidèle de sa paroisse ou même un serviteur de son roi, un homme est avant tout un individu représentant de l'espèce humaine, qui doit défendre ses droits naturels. La valeur de cet individu chez les Lumières ne se mesure donc pas tant à son rôle vis-à-vis de son prochain ou de sa famille, mais plutôt elle est inhérente au principe d'égalité naturelle, un principe qui rend chaque individu égal en droit par rapport à ses semblables. Jacques Julliard le résume ainsi: la philosophie du progrès s'associe à l'épanouissement politique et moral de l'individu, alors que la doctrine absolutiste de l'Ancien Régime donne la priorité aux valeurs communautaires. Cette défense de l'individu est au cœur de la pensée libérale, qui se confond en réalité avec la philosophie du progrès. Et ce n'est pas un hasard si, après Descartes et Smith, Nicolas de Condorcet vante les travaux de John Locke, qui, en s'étant fait l'avocat des droits naturels, avait déjà placé dans son traité de gouvernement civil la protection de l'individu au cœur de son système contractualiste. Bien qu'il ne s'agisse pas aujourd'hui de refaire la généalogie de l'idéologie libérale et des théories du contrat social, il est important que vous gardiez à l'esprit que Nicolas de Condorcet, père de la première gauche, fut un croisé du libéralisme, la matrice intellectuelle de la classe qui fit la Révolution, à savoir la bourgeoisie. La religion du progrès couronnée par la raison universelle, comme philosophie de l'histoire, au service de la protection de l'individu, voici l'essence originelle de la gauche. Voilà le socle idéologique du parti du mouvement, le dénominateur commun chez tout homme de gauche. Une fois cela dit, il conviendra comme pour la droite de replacer notre analyse dans une dimension plurielle. Comment différencier un Condorcet d'un Marx, un Benjamin Constant d'un Ledru-Rollin ou un Saint-Just d'un Jules Ferry? Eh bien, il sera nécessaire de parler des gauches et non plus de la gauche, afin de comprendre le long chemin politique
du parti des Lumières jusqu'au XIXe siècle, en dissociant 4 grandes familles, la gauche libérale, la gauche jacobine, la gauche collectiviste et la gauche libertaire. Merci de m'avoir écouté, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer ou à la partager, c'est bon pour le référencement. Vous pouvez également regarder mes précédents épisodes, me suivre sur les réseaux sociaux et lire mes articles et décryptages sur politophile.com.